Alors, comme le disait la modératrice, mon idée pour cette communication est de présenter l'usage du corps féminin dans l'œuvre d'Annie Ernaux, qui se place à mi-chemin entre la mise en mots et la mise en image. Alors, pour Kenneth White, la géopoétique, je le cite, commence avec un corps en mouvement dans l'espace. Or, l'œuvre d'Annie Ernaux, dès ses débuts, place le corps au centre de l'écriture et de l'art. Il devient non seulement le punctum, c'est-à-dire ce qui est regardé, mais aussi le matériau qui alimente l'écriture. Souvent encore souffrant dans ses romans, il n'en est pas moins une source de plaisir et de jouissance. Lieu de l'aliénation et espace d'individuation, le corps féminin chez Annie Ernaux apparaît lui-même comme texte qui inscrit et donne à voir un lien inextricable qui relie corporéité, œuvre artistique et identité. Refusant la dualité entre sujet et objet, la réflexion de Kenneth White permet d'envisager l'œuvre d'Annie Ernaux par le biais du corps et de sa mise en dialogue avec l'espace dans lequel il s'incarne, au sens littéral du terme. Les corps féminins prennent littéralement chair dans ses écrits. Dans L'usage de la photo, écrit en 2005, l'artiste met en scène son propre corps atteint d'un cancer. Loin des images de femmes-objets, et tout aussi éloigné d'une scénographie macabre, l'auteur y livre un journal fragmenté, constitué de textes, mais aussi et surtout de photographies qui apparaissent en regard de la réalité évoquée par les mots. Prenant grand soin de situer précisément les clichés dans les lieux et les moments où ils ont été saisis, Annie Ernaux et son compagnon Marc-Marie les commentent, les biffent et les annotent, agençant l'espace de la photo et des mots comme autant de lieux du texte et de lieux de l'existence. Ainsi, la linéarité du texte se voit déconstruite au profit d'une construction de sens dans un rapport entre texte et image qui établit le corps au-delà de la seule parole. Prise, je la cite, dans la sensation de douleur et de beauté, son œuvre donne à voir certes la maladie, mais aussi plus essentiellement la vie, c'est-à-dire l'amour qu'il a à son compagnon, mais aussi à des scènes du quotidien. De plus, cette pulsion visant à saisir le corps, plus précisément son corps bien sûr, en mouvement, en vie, en changement, l'amène à rencontrer, je la cite toujours, des organisations inconnues d'écriture et donc sa propre poétique. J'en arrive donc à ma première partie, le corps espace fictif entre autobiographie et autoscopie. Alors, ce titre, car le corps physique est à la fois le nœud de l'énonciation et la source de changement continu. À la croisée des rôles de sujet et d'objet, il existe avant tout comme support des représentations, car, je cite, il inscrit dans des réseaux de correspondance et d'influence avec des éléments extérieurs. Le biologique est donc pris dans le culturel et le social. Ce sont les constructions sociales du corps, telles que les a théorisées la troisième vague du féminisme à partir des années 1990, qui se jouent dès lors qu'on se penche sur l'écriture du corps, et qui plus est, ce sont des femmes qui traitent de ce vaste thème. Avec la notion de corps-texte, introduite par Hélène Cixous, se crée un nouveau champ symbolique, dans lequel les deux éléments ne font plus qu'un. Ce qui se transcrit dans le texte est inscrit dans le corps, et inversement. On retrouve la métaphore, souvent évoquée dans les études de genre, de corps en tant que support du texte ou le corps en tant que trame du texte. Et ici, c'est la mémoire qui se fait garante de l'inscription à la fois dans le texte et dans le corps, permettant la continuité de l'être au travers du temps. Alors, de manière assez frappante, ce sont les travaux des psychomotriciens qui vont nous renseigner justement sur ce lien entre corps, mémoire et la manière dont l'identité va s'agencer. Je cite, « La mémoire nous apparaît comme un acte de la personne qui fixe le passé. La mémoire habitude ou mémoire du corps, constituée par l'ensemble des systèmes sensorimoteurs, est la mémoire quasi instantanée à laquelle la mémoire pure sert de base. C'est ce qui définit l'existence. La représentation, le corps et la conscience. La décision qui convoque le passé dans l'action et le mouvement du corps. Ainsi, la mémoire, grâce au corps, garde la trace des sensations ainsi que des sentiments, des perceptions passées, qui deviennent alors des images singulières qui amènent l'individu à la conscience de lui-même.
Dans le roman Une femme, dans lequel elle retrace la vie de sa mère, Annie Ernaux caractérise son œuvre en précisant, je la cite, que c'est au-dessous de la littérature, que ce n'est ni une biographie, ni un roman naturel. Dès lors, comment définir l'œuvre d'Annie Ernaux? Ce qui est le plus important, c'est que la photographie y est omniprésente. Que ce soit de manière directe avec la reproduction des clichés en regard du texte, notamment dans l'usage de la photo et dans son photojournal qui retrace son journal intime, ou encore de manière indirecte quand les textes s'accompagnent de ce qu'il est convenu de nommer des vignettes. Ce sont des paragraphes de longueur variable qui viennent décrire et commenter des photographies. Et là, j'insiste, ce sont des photographies qui ne sont pas reproduites dans l'œuvre, donc qui sont absentes, comme cela peut être le cas dans Les Amis. Les récits autoréflexifs d'Ernaux s'apparentent à un genre qu'elle a elle-même créé et qu'elle a théorisé, l'ethnotexte, qui caractérise ses journaux intimes, ou plutôt le détournement qu'elle fait du genre, car il s'agit en fait, c'est la critique qui parle, c'est pas moi du tout, c'est l'idée d'en fait de faire des journaux extimes. Ses œuvres intitulées Le journal du dehors et La vie extérieure se définissent selon les critères suivants. Voilà ce qu'elle nous dit pour l'ethnotexte. Aucune description, aucun récit non plus, juste des instants, des rencontres. De l'ethnotexte, la plupart du temps, sans analyse ni commentaire. Ce qui apparaît comme commun à l'ensemble de sa production artistique est finalement l'ethnologie de soi qu'elle recèle, tant la singularité et l'unicité de son œuvre renvoient à une dimension collective et universelle. Dans l'usage de la photo, où apparaissent 14 clichés, le lecteur voit aussi bien des vêtements épars, des lits défaits ou encore des objets laissés en désordre. C'est ce que vous voyez à l'instant à l'écran. Notons, ou à peu près à l'écran. Alors ce sont des photos en fait où ce que vous voyez c'est uniquement les décors. Les corps sont complètement absents. Ce qui veut dire qu'on a vraiment juste un espace vide d'êtres humains au profit de quoi? Alors en fait, pour Annie Ernaux, ce qui était important, c'était de photographier les vêtements tels qu'ils avaient été abandonnés au moment où le couple se livre à leurs ébats amoureux. C'est-à-dire qu'elle ne prend en fait que la trace de ce qui est en train de se faire. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est aussi cette idée qu'aucune photo n'a été mise en scène. L'idée d'Annie Ernaux comme de Marc Marie, c'était de dire que la photo se prendrait de la scène telle qu'elle est restée sans que personne n'arrange quoi que ce soit. Ainsi, Annie Ernaux semble souscrire dès l'ouverture de l'œuvre au pacte autobiographique tel que l'a défini Philippe Lejeune. Pourtant, l'autorialité est remise en question dès les premiers mots, et c'est, il me semble, très important. Les photographies servent de support au couple formé par Annie Ernaux et Marc Marie pour commenter la photographie, alors soit en fonction des souvenirs qu'elle évoque, soit en fonction des idées rhizomiques qu'elle peut provoquer. Si la réalité des instants saisis est sans conteste à la base de l'écriture, le contrat est très clair, les clichés sont authentiques, le critère de vérité ne peut être respecté car l'écriture donne à voir deux points de vue, deux faits subjectifs, car c'est une écriture à deux voix. De même, l'horizon d'attente générée par le titre, l'usage de la photo, s'efface très rapidement au profit du vrai sujet de l'œuvre, et là on en arrive vraiment au corps en tant que source de l'écriture, c'est-à-dire la lutte contre le cancer du sein dont Annie Ernaux est atteinte. Derrière le parcours expérimental du couple, le corps se révèle être le véritable topos, c'est vraiment au sens premier de lieu dans l'œuvre. Il s'agit en fait de la révélation épiphanique contenue dans chaque cliché. Parce que le texte en fait suit l'entreprise photographique, il devient révélation du sens contenu dans l'image. En ce sens, il participe à l'expérimentation car il est lui-même autoportrait. Nous y reviendrons, mais les objets photographiés sont eux-mêmes à la fois les marques de la présence du corps et la réalisation de son absence. Dans les descriptions des photos in absentia, c'est-à-dire des photos, il n'y a pas de texte, ce sont également les corps qui sont donnés à voir. Dans La honte, où est narré non seulement un événement violent lors duquel le père d'Annie Ernaux a manqué de tuer sa mère, mais aussi la honte ressentie par la fillette qu'elle était à 12 ans du fait de son milieu d'origine, la narratrice va comparer deux photographies d'elle à quelques mois d'écart. Et là, ce qui est frappant, c'est de voir vraiment la mise en espace qu'elle m'a donné à voir. Alors, j'ai choisi de ne vous donner que le premier extrait pour des questions de contrainte de temps.
Voilà ce qu'elle nous dit. De cette année-là, il ne me reste que 2 photos. L'une me représente en communiante. C'est une photographie d'art, en noir et blanc, insérée et collée dans un livret en papier cartonné, incrustée de volutes, recouverte d'une feuille à demi transparente. À l'intérieur, la signature du photographe. On voit une petite fille au visage plein, lisse, des pommettes marquées, un nez arrondi avec des narines larges, des lunettes à grosse monture, claires, descendant jusqu'au milieu des pommettes. Les yeux fixent l'objectif intensé. Et ce que nous dit Arnaud, c'est qu'elle contemple, au travers de ces 2 photographies, 2 éteintes distinctes, je la cite, 2 bornes temporelles, l'une la communiante à la fin de l'enfance qu'elle ferme, l'autre inaugurant le temps où je ne cesserai plus d'avoir honte. Les changements physiologiques qui séparent l'enfant de la femme dépassent donc le simple constat de la croissance, mais au contraire viennent souligner des enjeux identitaires forts. Les changements corporels sont donc la marque, c'est-à-dire la trace, d'évolution psychique qui, elles, demeurent invisibles pour le spectateur. Ce qui est frappant dans cet exemple, mais il y en aurait de nombreux autres qui pourraient être cités, est que le rapport texte-image pourrait se définir, notamment dans la honte ou dans l'événement dont on reparlera un peu plus tard, comme un rapport image-texte, c'est-à-dire en renversant le rapport hiérarchique finalement. L'écriture venant expliciter et contextualiser la photographie. Dès lors, bien sûr, l'image dépasse la simple illustration pour devenir le véritable punctum de l'œuvre. Elle en représente la matérialité. Ce traitement apparaît lié avec les arts cinématographiques et photographiques tels que Roland Barthes les a théorisés dans La Chambre claire en 1980. Je le cite, « La photographie reproduit à l'infini ce qui n'est lieu qu'une seule fois. Elle répète mécaniquement ce qui ne pourra jamais plus se répéter existentiellement. Ainsi, la photographie devient le noème, ça a été, cette preuve matérielle et palpable des moments passés. » Les corps, chez Annie Ernaux, s'inscrivent donc dans des instantanés pérennes. Les photographies ne sont plus de simples images agrémentant le texte, au contraire, elles représentent une véritable épistémologie du moi, car ces représentations visuelles permettent de saisir l'extériorité de son propre corps. Dès lors, elles deviennent documents, et en ce sens, elles représentent des témoignages à valeur universelle. Devenu objet extérieur, le corps devient scriptible et dissible, car il appartient à la réalité vécue de l'artiste. C'est-à-dire une vérité singulière, celle d'Ernaux, et plurielle, celle des corps en général. Ce qui m'amène à ma deuxième partie, le corps mis en scène, dire la jouissance et dépasser la souffrance. L'expérience vécue de notre corps renvoie à la physiologie, c'est-à-dire aux sensations que permet et ressent le corps en tant que médium avec le monde. C'est ce que désignent Evan Thompson et Francisco Varela quand ils définissent le corps comme substrat principal de perception. À mon sens, nous touchons ici à un point crucial de l'écriture d'Annie Ernaux. Le corps y est central et ontologique. L'esthétique ne joue pas tant de l'éclatement, mais procède plutôt de l'hétérogénéité. Il y a une continuité de soi qui est produite corporellement, transcrite scripturellement, tout au long de l'exploration identitaire. Nous avons précédemment commencé à esquisser le lien entre corps et texte, ce dernier permettant la transcription du corps. Le va-et-vient qu'il y a sans cesse entre le corps et le texte devient fondateur de l'écriture féminine, et c'est bien là, je cite, « le corps qui se fait écriture, et ce sont les textes dans leur mouvement qui produisent le sens. » Toute femme qui veut tenir un discours qui lui soit propre ne peut se dérober à cette urgence extraordinaire. Inventer la femme, s'exclamait Annie Leclerc dans Paroles de femme, déjà en 1974. Or, cette invention du genre féminin et des identités féminines passe notamment par l'inscription textuelle du corps. Et c'est ce qu'on se retrouve sous de nombreuses formes dans l'œuvre d'Annie Ernaux. Du corps de la mère dans La honte et une femme, au corps avorté dans L'époulement, en passant par le corps comme source de plaisir dans Se perdre. Tous ces corps tentent à brosser les contours d'une corporalité féminine, complexe et plurielle. Dire la souffrance du corps féminin ne va pas de soi, comme le soulignent Christine Détresse et Anne Sylve dans leur Corps des fondants, ouvrage dont elles
dans lequel elles interrogent la corporéité et le corps féminin en prise avec un nouvel ordre social, un nouvel ordre moral. Pourtant, dès l'écriture des armoires vides en 1975, Annie Ernaux aborde un thème tabou, celui de l'avortement. C'est en 2000 qu'elle écrira L'événement, dans lequel elle traitera des interruptions volontaires de grossesse de manière autobiographique. Dans cette œuvre, l'auteur fait le récit de son avortement clandestin, survenu une quarantaine d'années auparavant. En janvier 1964, elle avait alors 21 ans. Ce qui est important à préciser, là aussi, c'est que l'avortement n'était pas encore légal en France, donc c'est vraiment une expérience qu'elle va vivre totalement à la marge de la société et de fait dans des espaces réservés, des espaces très étouffants. L'auteur précise d'abord son rapport à son propre corps. Je la cite. « Je ne croyais pas que ça puisse prendre à l'intérieur de mon ventre. Dans l'amour et la jouissance, je ne me sentais pas un corps intrinsèquement différent de celui des hommes. Après avoir tenté à plusieurs reprises de déclencher une fausse couche, ce sera O, une fauseuse d'ange dont l'anonymat est préservé, qui l'aidera à avorter. » La scène décrite profondément violente pour le spectateur-lecteur, mais étrangement, il me semble, en lisant ce passage, que la narratrice s'en tient éloignée malgré l'usage du jeu de la première personne. Je la cite. « Je suis assise sur le lit, avec le fœtus entre mes jambes. Nous ne savons pas quoi faire. Je dis à O qu'il faut couper le cordon. Elle prend des ciseaux. Nous ne savons pas à quel endroit il faut couper, mais elle le fait. Nous regardons le corps minuscule, avec une grosse tête, sous les paupières transparentes, les yeux font 2 taches bleues. On dirait une poupée indienne. Nous pleurons silencieusement. C'est une scène sans nom, la vie et la mort en même temps. Une scène de sacrifice. » Pour la critique, la narratrice, à travers cet événement traumatique, a vécu, je cite, « le choc physique violent qui détermine une prise de conscience du statut des femmes face à la sexualité avant la législation de la contraception, puis de l'avortement. » Néanmoins, il apparaît important de souligner que chez Annie Ernaux, Eros et Thanatos, l'amour et la mort, c'est ainsi qu'elle les désigne, vont de pair et qu'il serait profondément inexact de les envisager comme étant indépendants. Ainsi, l'avortement clandestin, qui fut un moment de traumatisme, devient également celui qui prépare sa future maternité. Je cite un peu plus loin. « Je sais aujourd'hui qu'il me fallait cette épreuve et ce sacrifice pour désirer avoir des enfants, pour accepter cette violence de la reproduction dans mon corps et devenir, à mon tour, lien de passage des générations. » En fait, tout procède comme si la chair avait eu besoin de cet acte comme passage vers une autre étape. En étant pensée par le biais du corps et de son ressenti, l'expérience, bien que très douloureuse, gagne en nuances. Là où la doxa tente à consacrer le manichéisme, en témoignent d'ailleurs les récents débats qui agitent la scène politique française, Annie Ernaux donne à voir un ressenti bien plus authentique. Il en va de même au sujet de sa maladie. Je ne résiste pas à vous montrer cette photographie qui, comme tous les autres clichés présentés dans ses œuvres, provient de son fond privé. Prise durant sa période de chimiothérapie, ce cliché respire pourtant la vie et la joie de vivre. Le sourire pétillant d'Ernaux s'accompagne d'ailleurs de considérations sur son propre ressenti corporel. Dans l'entrée du photojournal du 3 octobre 2002, il est indiqué « Quelque part, je me regarde avoir un cancer », marquant ainsi une distance que nous retrouvons dans la photographie. En effet, si la photo permet d'extérioriser l'instant et le vécu, il me semble que l'usage du réflexif « me » aboutit à ce même effet. Je, c'est-à-dire le sujet, regarde me, l'objet de ce regard, qui est même d'ailleurs le COD dans la phrase. Concernant l'usage de la photo, l'auteur précise, je cite, « Au départ, je ne voulais pas évoquer ma maladie. Ces photos d'où les corps sont absents, où l'érotisme est seulement représenté par les vêtements abandonnés, renvoyaient à ma possible absence définitive. Les corps sont certes absents des photos, mais ils ont laissé une trace indélébile de la passion qui unit Annie Ernaux à Marc Paris. » Voilà ce qu'elle en dit pourtant. Et là, il me semble que c'est un méta-commentaire qui est représentatif de l'ensemble de l'œuvre d'Ernaux. C'est-à-dire que d'un côté, on a les photos, on a le texte, mais on a aussi ces commentaires incessants qui viennent rajouter une strate à la construction du sens. Donc je la cite. « Rien de nos corps sur les photos.
rien de l'amour que nous avons fait. La scène invisible, la douleur de la scène invisible, la douleur de la photo. Elle vient de vouloir autre chose que ce qui est là. Signification perdue de la photo, un trou par lequel on aperçoit la lumière fixe du temps, du néant. Toute photo est métaphysique. Nous retrouvons là le terme passion sous sa double acception, à la fois les souffrances et les supplices, dans le sens étymologique, et la variété la plus intense de l'amour, au sens contemporain du terme. La photographie suivante provient de l'édition Gallimard de 2005, de l'usage de la photo. Elle ne représente effectivement que la trace au sens de Paul Ricoeur, car c'est bien l'absence et le vide que l'on voit, marquant l'absence dans la présence. Le cliché procède alors de la synecdoque. Lui-même limité dans le temps et dans l'espace, il tend tout de même à saisir la réalité immatérielle de corps qui sont absents. Je cite la critique. « Entre l'espace visible et l'espace non visible, nous concevons une continuité. Ce rocher, cette rue, ce compartiment, ce visage appartiennent à un ensemble. Une montagne, une ville, un train, un corps, que nous reconstruisons comme des réalités vraisemblables sans lesquelles le fragment ne serait pas crédible. Ainsi, les photos représentent la trace des états amoureux, et c'est grâce à elles que le travail d'entendement peut être réalisé. C'est mon imaginaire qui déchiffre la photo, et non ma mémoire, ni Annie Ernaux. » Pour conclure, de manière finalement assez rapide, lire Annie Ernaux, c'est d'abord plonger dans une littérature qui ne cesse de se mettre en abîme, de donner à voir ses propres codes. Karl Avelange le disait déjà en 2001. Pour la comprendre, je cite, « Ne suffit-il pas de la lire ?» Se représenter soi, donner à voir et à saisir le corps, passe chez Ernaux par une mise en scène de l'acte créateur. La corporographèse, il me semble, tente à instaurer un analogon fort entre corps et corpus. Si l'usage a rapidement réuni les deux termes, l'œuvre d'Annie Ernaux signe ici une vision et une mise en pratique du corps comme source de l'écriture, et il me semble que c'est le plus important. Ainsi, entrer dans ses œuvres revient finalement à une véritable exégèse, le sens restant toujours à construire, par-delà le discours et surtout au-delà des apparences. L'auteure elle-même, dans La Honte, déclarait dans un détournement biblique, et c'est sur cette citation que je terminerai ma communication, « Prenez et lisez, car ceci est mon corps et mon sang qui sera versé pour vous. » Je vous remercie.